Vous pouvez dire que vous appréciez la vérité, que vous préférez entendre une réponse honnête même si elle fait mal, que vous en avez assez de l'hypocrisie et du mensonge. Mais au fond, vous avez déjà compris, il y a quelque chose de fascinant dans les mensonges. Ils savent vous regarder droit dans les yeux et vous promettre exactement ce que vous voulez entendre. Ils sentent la sécurité, ont le goût du contrôle et se parent des couleurs de l'espoir. Les mensonges ne séduisent pas seulement, ils réconfortent. Et c'est peut-être pourquoi, même lorsque la vérité est devant nous, claire et irréfutable, nous choisissons de l'ignorer, de la remettre en question ou de la modeler pour en faire quelque chose de plus acceptable. Ce n'est pas de la faiblesse morale, c'est la structure humaine, c'est l'architecture psychique. Nous sommes faits pour désirer, et le désir, aveuglé, préfère tout ce qui nourrit sa faim, même si c'est une illusion. Pensez aux réseaux sociaux. Combien de fois vous êtes-vous surpris à admirer quelqu'un qui affiche une vie parfaite, tout en sachant que cette perfection est inventée? Combien de fois avez-vous ressenti de l'envie, de la comparaison, ou même un désir secret d'être à la place de quelqu'un qui, au fond, vous le savez, ne fait que jouer la comédie? Un mensonge, bien dit, a ce pouvoir. Il n'a pas besoin d'être vrai, il doit juste être désirable. Et dans un monde où les apparences ont plus de valeur que la profondeur, les mensonges ne sont pas seulement tolérés, ils sont célébrés, appréciés, partagés et viraux. Ce n'est pas un hasard si les ragots se propagent plus vite que les nouvelles confirmées. Ce n'est pas un hasard si les théories du complot ont plus d'attrait que les rapports scientifiques. Ce n'est pas un hasard si les promesses creuses continuent de remporter des élections, de vendre des produits et de façonner les relations. Les mensonges offrent des raccourcis. La vérité exige un cheminement. Et la plupart des gens ne veulent pas marcher, ils veulent arriver. Mais le plus perturbant, c'est que cela n'arrive pas seulement collectivement. Le mensonge le plus dangereux est celui que l'on se raconte à soi-même. C'est quand on dit « tout va bien », même quand on suffoque. C'est quand on fait semblant de ne pas savoir, alors que c'était le cas. C'est quand on justifie l'injustifiable, parce qu'admettre la vérité signifierait changer, faire face, rompre. Combien de fois avez-vous remarqué des signes évidents qu'une amitié était devenue toxique, ou que votre relation avait perdu sa dignité, et pourtant, vous vous êtes accroché à une version déformée de la réalité, juste pour éviter d'avoir à affronter le vide? Combien de fois avez-vous reporté des décisions importantes en disant « ce n'était pas le bon moment », alors qu'en réalité, c'était la peur qui parlait le plus fort? Le mensonge protège, temporairement. Il construit des murs contre la douleur. Mais ces murs emprisonnent aussi. Et avant de penser qu'il s'agit d'une réflexion abstraite et excessivement philosophique, allons droit au but. Le mensonge présente un avantage évolutif. C'est exact. Dans de nombreux contextes, le mensonge offre une survie momentanée. Le corps le comprend. Le cerveau le comprend. Nous mentons pour éviter la punition, pour être acceptés, pour éviter les conflits. Et tout au long de notre vie, nous apprenons à utiliser cette ressource avec tant de subtilité que parfois nous ne distinguons plus ce que nous croyons de ce que nous prétendons croire. La frontière entre conviction et commodité s'estompe. Et c'est alors que le mensonge devient structurel, systémique, presque invisible, un miroir qui reflète non pas ce que nous sommes, mais ce que nous aimerions paraître. Et dans ce théâtre, la vérité, la pauvre, devient spectatrice. Mais le plus brutal est peut-être ceci. La vérité ne crie pas. La vérité ne fait pas campagne. Elle ne se présente pas comme une promotion. Elle n'envoie pas de notification et ne se soucie pas de paraître intéressante. La vérité est, tout simplement. Et pour cette raison même, elle perd. Elle perd face aux belles paroles, aux promesses charismatiques, aux discours qui touchent là où nous voulons le plus être touchés. La vanité, l'espoir, la peur de se tromper. Dans un monde saturé de stimuli, la vérité est trop silencieuse pour rivaliser. Et pourtant, c'est dans la vérité que réside tout ce qui nous rend entiers. Car ce n'est qu'en affrontant la vérité, sans filtre ni phare, que nous pouvons échapper à la répétition et accéder à la liberté. Au fait, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous sentez que cette conversation éveille quelque chose de profond en vous, si, d'une certaine manière, vous avez l'impression que ces mots exhument des couches habituellement cachées, c'est excellent signe.
Cela signifie que vous ne vous contentez pas d'écouter, que vous vous écoutez vous-même. Et si ce contenu vous provoque, vous fait réfléchir, voire remettre en question certaines hypothèses, saisissez l'occasion. Abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et activez la cloche. Ça peut paraître cliché, mais c'est ce qui permet à ce genre de réflexion de toucher davantage de personnes. Et oui, je sais, c'est une demande directe, mais si les mensonges se propagent facilement, alors la vérité a besoin d'alliés. Pour en revenir au sujet, le plus gros problème du mensonge n'est peut-être pas le mensonge en lui-même, mais ce qu'il révèle de nous-mêmes. Notre tendance à rechercher l'insensibilité plutôt que la clarté. Notre empressement à rechercher des solutions faciles plutôt que des processus concrets. Et le plus ironique, même lorsque nous savons que le mensonge aura un prix, nous continuons à négocier avec lui. Parfois parce que nous ne sommes pas encore prêts. Parfois parce que nous ne le voulons pas. Et c'est normal. Se forcer à mûrir n'a aucun sens. Mais il y a un risque énorme à ne pas se rendre compte que nous sommes coincés. Lorsque nous répétons la même histoire intérieure trop longtemps, elle cesse d'être perçue comme un mensonge. Elle devient une identité. Et c'est pourquoi tant de gens se sentent perdus sans savoir pourquoi. Parce qu'ils vivent une version déformée d'eux-mêmes depuis si longtemps qu'ils ne reconnaissent plus la vérité lorsqu'elle apparaît. Et voici un détail essentiel. Le mensonge ne gagne que parce qu'il existe un public avide d'enchantement. Ce n'est pas qu'il soit plus fort, c'est qu'il sait où mettre le doigt. Il nous connaît mieux que nous ne voulons l'admettre. Et c'est là le point de rupture. Ce n'est pas le mensonge qu'il faut combattre, c'est notre désir qu'il faut combattre. Car ce n'est qu'en comprenant d'où vient ce besoin de version facile, de raccourci émotionnel, de validation extérieure, que nous pouvons commencer à faire des choix qui ne nous trahissent pas. Le mensonge est un symptôme. Le désir inconscient en est la cause. Et c'est à ce stade que nous entrons dans le territoire de Spinoza. Un philosophe qui ne voyait pas le monde divisé entre le bien et le mal, mais entre l'ignorance et la compréhension. Qui ne voyait pas les êtres humains comme des pécheurs, mais comme des êtres confus. Un penseur qui croyait que tout ce que nous faisons, même mentir, naît d'un profond instinct de conservation. Or, cet instinct, lorsqu'il n'est pas éclairé par la raison, nous plonge dans un cycle de réactivité, d'illusion, de souffrance déguisée en plaisir. Spinoza ne condamnait pas le mensonge, il l'expliquait, et ce faisant, il nous laissait une invitation radicale. Cessons de lutter contre les effets et commençons à comprendre les causes. Cessons de lutter contre le mensonge et commençons à explorer ce qui, en nous, le désire encore. Car, au final, le mensonge l'emporte sur la vérité, non pas parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il est plus adapté à nos blessures. Tant que nous ne les guérirons pas, nous continuerons à choisir l'illusion, même si elle a déjà commencé à nous détruire de l'intérieur. On peut passer sa vie à essayer de comprendre pourquoi on reste prisonnier des mêmes cycles, à répéter les mêmes erreurs, à attirer les mêmes types de personnes et à sombrer dans les mêmes labyrinthes émotionnels, sans trouver de réponse si l'on continue de se concentrer uniquement sur les symptômes. Car la racine, comme le disait Spinoza, réside dans quelque chose de plus invisible, de plus primitif, de plus viscéral, le désir. Non pas le désir au sens superficiel de désir passager, mais le désir comme force vitale, comme moteur de l'existence, comme ce qui nous anime avant même que nous sachions ce que nous cherchons. Pour Spinoza, tout ce qu'un être fait, tout participe de sa pulsion à persévérer dans sa propre existence. Cette pulsion, qu'il appelait conatus, est le fondement de toute action, de toute pensée, de toute émotion. Le problème est que ce désir, lorsqu'il n'est pas compris, nous trompe. Il se déguise, se fragmente, se dissimule dans des récits séduisants qui nous éloignent souvent de la réalité au lieu de nous en rapprocher. Et c'est pourquoi les mensonges, comme nous l'avons vu, ont tant de pouvoir. Non pas parce qu'ils sont plus convaincants que la vérité, mais parce qu'ils s'adressent directement au désir brut, au désir d'être, d'appartenir, de contrôler, d'éviter la souffrance. Le désir, lorsqu'il est aveugle, transforme toute idée commode en vérité. Et sur ce point, Spinoza est presque chirurgical. Il affirme que si nous croyons certaines idées, ce n'est pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles nous procurent
un sentiment de bien-être, ou plutôt, parce qu'elles entrent en résonance avec nos passions. Nous ne jugeons pas les choses comme bonnes ou mauvaises en fonction de la raison, mais en fonction du plaisir ou de la douleur qu'elles nous causent. Cela signifie que notre jugement de ce qui est vrai n'est souvent rien d'autre qu'une réaction émotionnelle déguisée en logique. Et c'est effrayant, car cela révèle qu'une grande partie de ce que nous appelons conviction n'est qu'un désir camouflé. Imaginez quelqu'un qui croit fermement que le véritable amour est celui qui blesse, consume et emporte. Cette personne n'est probablement pas arrivée à cette idée par une réflexion philosophique, mais par des expériences émotionnelles intenses, voire traumatisantes, qui ont façonné sa perception. Imaginez maintenant quelqu'un qui répète avec véhémence que l'argent est mauvais ou que les riches ne valent rien. Là encore, cette croyance ne relève pas de la raison, mais d'associations émotionnelles, peut-être de frustration, d'exclusion sociale ou de sentiments d'inadéquation. Il ne s'agit pas ici de juger ces idées comme justes ou fausses, mais d'en comprendre le mécanisme. Nous essayons constamment de justifier rationnellement quelque chose qui, en réalité, naît d'impulsions affectives. Spinoza appelait cela « vivre sous l'emprise des passions ». Et lorsque nous vivons ainsi, nous sommes esclaves sans nous en rendre compte, parce que nous croyons choisir, alors qu'en réalité, nous ne faisons que réagir. Et c'est là l'un des plus grands dangers du désir inconscient. Non seulement il déforme notre perception de la vérité, mais il nous convainc que nous sommes libres, tout en étant guidés par des forces que nous ne comprenons pas. Et c'est là l'une des contributions les plus brutales et les plus éclairantes de Spinoza. Pour lui, la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut. Ce serait un simple esclavage déguisé, car vouloir quelque chose n'est pas synonyme de comprendre ce désir. La liberté, pour lui, c'est agir à partir de la compréhension des causes. C'est connaître les mécanismes internes qui nous animent. C'est connaître la raison de notre désir. Et cela exige une plongée profonde dans notre propre structure émotionnelle, notre propre histoire, nos propres traumatismes et fantasmes. C'est un travail de connaissance de soi radical, non pas au sens mystique, mais plutôt au sens rationnel. Une connaissance de soi qui recherche non pas la consolation, mais la clarté. Et pourquoi est-ce si difficile ? Parce que affronter les causes de nos désirs nous oblige à démanteler les mensonges que nous avons construits pour survivre. Cela nous force à admettre que nous ne sommes peut-être pas aussi libres que nous aimons le croire, que nombre de nos choix relèvent peut-être d'un conditionnement sophistiqué, et qu'une grande partie de ce que nous pensons vouloir n'a jamais vraiment été notre volonté. C'est difficile, parce que cela exige de renoncer au confort de l'ignorance. Et Spinoza le savait, il ne romance pas le processus. Au contraire, il reconnaît que vivre selon la raison est contre-intuitif, que cela exige effort, lucidité, courage. Mais il affirme aussi que c'est la seule voie possible pour cesser d'être une feuille au vent, ballottée par les émotions, et devenir quelqu'un qui agit avec cohérence, autonomie et intégrité. Lorsque Spinoza affirme que l'homme est conscient de ses désirs, mais ignore les causes qui le poussent à désirer, il pointe du doigt une blessure profonde. La plupart de nos certitudes ne sont que des constructions fragiles bâties sur des vides que nous refusons d'affronter. Et la vérité, aussi libératrice soit-elle, commence presque toujours par une douleur, une désillusion, une perte. Mais c'est une perte qui guérit, parce qu'elle nous arrache aux illusions qui nous appesantissent. Et c'est peut-être pourquoi tant de gens évitent ce voyage. Car, comme nous l'avons vu, le mensonge est un refuge confortable. Mais ce n'est qu'en descendant aux racines du désir que nous pouvons comprendre pourquoi nous croyons ce que nous croyons, et pourquoi nous répétons ce que nous avons juré d'éviter. Et ici, un silence s'impose, non pas dans les paroles, mais dans la conscience. Que désirez-vous le plus aujourd'hui ? Pas la réponse automatique, mais le véritable désir, derrière ce que vous dites vouloir. Que désirez-vous quand vous dites vouloir de l'amour ? Que désirez-vous quand vous recherchez la reconnaissance ? Que désirez-vous quand vous vous plaignez d'être perdu ? Si vous observez calmement, vous verrez que nombre de vos mouvements les plus constants, même ceux qui semblent rationnels, sont des réactions à des désirs incompris. Et si vous ignorez leur origine, vous en serez l'otage. Toujours. Ce que propose Spinoza n'est donc pas une voie de moralité ou de jugement. C'est une voie de lucidité. Il ne dit pas que désirer est mal,
Il dit que désirer sans comprendre est dangereux. Et à ce stade, le philosophe devient presque un miroir d'une honnêteté brutale, car il n'indique pas de solution facile. Il montre simplement que toute vérité commence lorsque l'on cesse de lutter contre la réalité et que l'on commence à comprendre ce qui, en soi, a encore besoin d'illusions pour continuer d'exister. Et si le mensonge triomphe plus que la vérité, c'est peut-être parce que le désir est toujours aux commandes. Mais lorsqu'on commence à le comprendre, non pas à le nier, non pas à le réprimer, mais à le voir clairement, le mensonge commence à perdre son pouvoir, parce que l'on n'en a plus besoin pour continuer d'être soi. On peut imaginer la vérité comme un obstacle au milieu du chemin. Elle se dresse là, immobile, indifférente, inconsciente du sort de ceux qui la rencontrent ou tentent de la contourner. La vérité n'a ni visage, ni intention, ni préférence. Elle ne recherche pas l'acceptation, n'exige pas l'amour et ne craint pas le rejet. La vérité est, tout simplement. Le problème n'est pas la vérité, mais la façon dont nous l'interprétons. Et c'est là que l'esprit humain devient le théâtre d'un conflit silencieux. D'un côté, la froide neutralité des faits. De l'autre, notre besoin ardent de donner un sens à tout. Et dans cet écart entre ce qui est et ce que nous ressentons, naît la distorsion. La vérité est neutre, mais notre esprit ne l'est pas. Et pour cette raison même, voir clairement peut être l'un des actes les plus difficiles de l'existence. Spinoza le savait. Pour lui, la vérité n'est pas quelque chose qui, à elle seule, gagne un débat ou rend justice. La vérité est une expression de la réalité telle qu'elle est, sans la médiation des passions. Mais comment y parvenir lorsque nous sommes des créatures façonnées par nos affections, nos émotions, nos traumatismes, nos désirs? Comment voir une chose avec impartialité lorsque tout en nous cherche à l'interpréter, à la juger et à la cadrer? Les êtres humains supportent mal la neutralité. La neutralité de la vérité nous angoisse, car elle ne nous réconforte pas, ne nous félicite pas, ne nous offre pas de rédemption. La vérité n'apaise pas, elle se contente de révéler. Et c'est précisément pourquoi nous préférons des versions retouchées de la réalité, des contours qui font sens pour notre système émotionnel. Nous ne supportons pas le silence de la vérité. Nous avons besoin qu'elle parle notre langage, qu'elle nous dise quelque chose de qui nous sommes, qu'elle s'incline devant notre douleur. Et c'est le terreau idéal pour des mensonges convaincants. Lorsque l'esprit refuse d'accepter la vérité telle qu'elle est, il commence à remodeler la réalité en fonction des émotions. Et ce n'est pas une erreur morale, c'est une manœuvre d'autoprotection. Un mécanisme de survie psychique. Quiconque a vécu une trahison et refusé d'en accepter les signes parce qu'il préférait croire, c'est exactement de quoi il s'agit. Quiconque a enduré un travail creux ou un mariage raté juste pour sauver les apparences ou éviter un effondrement émotionnel comprend comment l'esprit est capable de transformer les faits en fantasmes. Le filtre émotionnel déforme tout. La vérité peut être sous nos yeux, mais si elle nous menace, notre esprit trouvera le moyen de l'atténuer, voire de la dissimuler complètement. C'est pourquoi Spinoza proposait non seulement une philosophie, mais un mode de vie. Il savait qu'il ne suffisait pas de comprendre les faits. Il fallait purifier le prisme à travers lequel nous les interprétons. Et ce prisme est presque toujours obscurci par la peur. Peur de la perte, peur du changement, peur de découvrir que nous avons passé des années à croire en quelque chose qui n'a jamais existé. L'esprit, dominé par les passions, devient un artiste visuel de la réalité. Il façonne, colore et façonne. Et le plus effrayant, c'est que, souvent, il le fait sans que nous nous en rendions compte. Nous devenons prisonniers de versions de la réalité qui servent notre confort, mais sabotent notre évolution. Car tant que nous nous préoccupons davantage de protéger nos certitudes que d'en explorer les origines, nous fuyons la vérité. Et fuir la vérité, c'est invariablement fuir soi-même. Et il ne s'agit pas de rechercher une vérité absolue, inaccessible et immaculée. Spinoza n'était pas naïf. Il savait que toute connaissance passe par des filtres, mais ce qu'il proposait était quelque chose de plus subtil et de plus puissant, un effort continu de compréhension de soi. Un processus de libération de l'esprit des automatismes émotionnels qui nous pousse à réagir au lieu de comprendre. Et cela exige plus que de l'intelligence. Cela exige une volonté d'endurer la douleur.
car il est douloureux d'admettre qu'on s'est trompé soi-même, qu'on a entretenu des récits qui nous limitent aujourd'hui, qu'on s'est accroché à des versions de personnes, de situations, et même de soi-même, qui n'existent plus, mais qui continuent de déterminer nos mouvements. C'est là que la neutralité de la vérité se révèle comme la plus grande invitation à la maturité émotionnelle. Car accepter la vérité, ce n'est pas s'y soumettre, mais s'aligner sur la réalité. Ce n'est pas renoncer à soi-même, mais abandonner le faux soi que l'on s'est construit pour se protéger. La vérité, aussi froide qu'elle puisse paraître, est le seul fondement solide sur lequel une vie authentique puisse se construire. Tout le reste est du sable mouvant. Mais cela ne signifie pas que ce soit simple, car, comme nous l'avons vu, notre esprit ne recherche pas le réel, il recherche le réconfort. Et cette préférence, même inconsciemment, façonne chaque choix, chaque relation, chaque réaction. Peut-être connaissez-vous quelqu'un, ou peut-être êtes-vous vous-même cette personne, qui se sent constamment lésée, comme si le monde conspirait sans cesse contre lui. Pour cette personne, toute explication rationnelle sera rejetée, car accepter la vérité impliquerait de renoncer au récit victimaire. Et ce récit, aussi douloureux soit-il, donne une identité, il donne une place dans le monde, il donne une logique au chaos, et c'est ce que Spinoza démonte. Il montre que la plupart de nos souffrances persistantes ne proviennent pas de la réalité elle-même, mais de notre résistance à l'accepter. L'esprit ne veut pas de neutralité, il veut des histoires. Mais c'est précisément parce que nous voulons trop d'histoires que nous finissons par nous perdre dans des labyrinthes intérieurs dont nous ne savons plus comment sortir. Et nul besoin de recourir à de grands exemples philosophiques ou historiques. Il suffit d'observer votre quotidien. Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire que vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses vous arrivent sans cesse, alors qu'au fond de vous, vous savez exactement ce que vous faites pour qu'elles se reproduisent? Combien de fois vous êtes-vous convaincu que vous n'aviez pas le choix, simplement parce que le bon choix exigeait de la douleur, du silence, du temps? L'esprit ment, mais il ment avec logique, avec style, avec sophistication. Et la vérité, aussi neutre soit-elle, ne rivalise pas avec cela. Elle attend simplement que nous nous lassions, car vient un moment où la douleur de supporter le mensonge devient plus grande que celle d'affronter la vérité. Et c'est alors que le changement commence. Spinoza croyait que comprendre les causes était le seul véritable chemin vers la liberté. Et comprendre les causes signifie, avant tout, cesser de romancer les effets. Arrêtez de répéter des histoires qui vous font paraître plus nobles, plus justes, plus pitoyables. Et commencez à explorer, avec une honnêteté radicale, ce qui se cache derrière chaque choix, chaque pensée, chaque désir. C'est inconfortable, mais c'est libérateur. Car ce n'est qu'en acceptant que la vérité est neutre, et que c'est nous qui la déformons pour l'adapter à nos illusions, que nous pouvons commencer à la purifier. Non pas pour qu'elle nous plaise, mais pour qu'elle nous révèle. Car c'est dans la révélation, et non dans le confort, que réside la véritable transformation. Il y a une part de vous, peut-être la plus silencieuse, peut-être la plus ancienne, qui refuse la vérité. Et non pas par paresse ou faiblesse, mais parce que la vérité, lorsqu'elle arrive généralement sans mode d'emploi, sans étreinte, sans garantie. Elle ne vous embrasse pas, elle vous bouleverse. Et même si nous disons rechercher la clarté, au fond, ce que nous recherchons presque toujours, c'est du réconfort. Nous voulons des histoires qui ont du sens, qui nous libèrent de la culpabilité, qui expliquent la douleur sans exiger de changement. Et c'est précisément pourquoi nous préférons croire à ce qui nous apaise, et pas nécessairement au réel. La vérité, aussi pure soit-elle, n'est pas censée réconforter. Mais l'illusion, oui, c'est exactement où toucher pour apparaître comme un refuge. Et c'est pourquoi elle est si fascinante. On peut l'observer dans les choses les plus simples. Quelqu'un qui répète qu'il ne peut pas changer, alors qu'en réalité, il a peur de ce qu'il perd s'il le fait. Ou encore, quelqu'un qui s'accroche à l'idée que personne n'est bon à rien, car cela justifie ses échecs émotionnels et l'empêche de réessayer. Certains disent que le monde est injuste, et c'est peut-être le cas. Mais il est plus facile de répéter cela que d'admettre que la lâcheté existe aussi dans nos choix quotidiens, car le réconfort de croire en certaines idées réside précisément dans le fait de ne pas avoir à assumer ses responsabilités. Et la vérité,
au contraire, exige des responsabilités. Elle ne vient pas accuser, mais exiger l'action. Spinoza l'aperçut avec une clarté presque déconcertante. Il affirmait que les êtres humains préfèrent les passions à la raison, car elles demandent moins d'efforts et procurent un plaisir immédiat. La passion est comme un analgésique. Elle ne guérit pas, mais elle apaise. Et dans un monde de plus en plus avide de solutions miracles, toute idée offrant un réconfort immédiat a plus de chances d'être adoptée que celle qui exige patience, réflexion et surtout transformation. Et c'est là que réside le nœud du problème. Nous confondons vérité et réconfort. Et lorsqu'une vérité nous déstabilise, nous la rejetons rapidement, la jugeant négative, encombrante, inadéquate. Nous aspirons au bien-être, mais nous refusons le travail qu'il exige. Nous aspirons à la guérison, mais nous rejetons le diagnostic. Cette logique se manifeste dans tous les domaines de la vie, dans les relations amoureuses, amicales, politiques, religieuses. Combien de fois avons-nous vu des dirigeants être suivis, non pas parce qu'ils disent la vérité, mais parce qu'ils disent ce que les gens veulent entendre? Combien de fois avons-nous entendu des phrases comme « il parle magnifiquement », comme si la beauté du discours était synonyme de valeur? Spinoza disait que nous sommes dominés par nos émotions jusqu'à ce que nous les comprenions. Et tant que nous ne les comprenons pas, nous sommes séduits par tout ce qui renforce nos sentiments. Le mensonge qui réconforte sera toujours plus populaire que la vérité qui confronte. Mais pourquoi est-ce si difficile à briser? Parce qu'abandonner les histoires qui nous protègent a un coût émotionnel élevé. Par exemple, lorsqu'on passe des années à croire qu'on n'est pas à la hauteur, cette idée, aussi destructrice soit-elle, devient une sorte d'identité. Et en l'abandonnant, on ne se contente pas d'abandonner une croyance, on cesse d'être celui qu'on croyait être. Il en va de même pour tout récit que l'on porte depuis trop longtemps. L'idée que personne ne me comprend, que j'ai toujours été malchanceux, que je suis juste comme je suis. Chacune de ces phrases agit comme un bouclier. La vérité, lorsqu'elle éclate, exige que l'on dépose les armes. Mais déposer les armes, c'est devenir vulnérable. Et la plupart d'entre nous n'ont pas encore appris à vivre avec cette vulnérabilité sans se sentir menacés. C'est pourquoi nous nous accrochons si souvent à ce qui fait mal. Car ce qui fait mal, mais nous est familier, semble plus sûr que ce qui guérit, mais nous est inconnu. C'est un paradoxe tragique. La douleur familière est plus réconfortante que le vide qui précède la transformation. Et cela explique pourquoi tant de personnes restent dans des relations abusives, dans des carrières dénuées de sens, dans des vies qui ne reflètent pas leur essence. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est de la peur. La peur de ne pas savoir qui elles seront sans ce mensonge. La peur de ne pas pouvoir maintenir la nouvelle version d'elles-mêmes. La peur que la vérité, une fois affrontée, démantèle tout ce qui semblait solide. Et Spinoza, presque prophétiquement, disait déjà « Les êtres humains ne recherchent pas la vérité, mais ce qui soutient leur propre persévérance dans l'être, c'est-à-dire ce qui leur permet de continuer à être ce qu'ils croient être. » Et c'est là que réside le secret du mensonge réconfortant. Il nous permet de continuer sans changer. La vérité, en revanche, nous oblige à renaître. Il n'est pas étonnant que tant de mouvements spirituels, thérapeutiques et philosophiques parlent de mort symbolique, de déconstruction et de détachement. Car le processus d'éveil exige de laisser derrière soi ce que l'on était. Et cela, avouons-le, est douloureux. Mais c'est aussi libérateur. Et c'est ici que nous commençons à aborder le pouvoir de la raison. Non pas comme froideur ou calcul, mais comme clarté émotionnelle. Pour Spinoza, raison et émotion ne sont pas ennemis. Il avance que l'émotion, mal comprise, nous asservit. Mais comprise, elle devient l'allié de la liberté. Et cette liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à faire ce qui correspond à sa véritable essence, et non à la version déformée de soi-même que l'on s'est créée pour survivre. Car oui, nous créons tous des masques. Nous construisons tous des récits pour supporter la douleur de l'existence. Mais il arrive un moment où ces masques cessent de nous protéger et commencent à nous étouffer. Et alors, la vérité n'est plus une menace, elle est un secours. Alors, lorsque vous vous accrochez à une croyance simplement parce qu'elle vous protège de ce que vous ne voulez pas voir, rappelez-vous, la vérité ne vous rejette pas. Vous la rejetez parce que vous croyez ne pas pouvoir la supporter. Pourtant,
vous la supportez. Les êtres humains endurent plus qu'ils ne l'imaginent. Ils endurent la douleur, le silence, la perte, le changement. Ce qu'ils ne supportent pas, du moins longtemps, c'est de vivre hors d'eux-mêmes. Car vivre dans le déni constant est épuisant. Les mensonges, même réconfortants, ont un prix. Et ce prix, tôt ou tard, se manifeste sous la forme d'angoisse, de blocage et de répétitions qui semblent inexplicables. Mais ils ne le sont pas. Ils ont une explication. Ils sont simplement cachés derrière les vérités que vous ne vous êtes pas encore autorisé à affronter. On peut passer des années à confondre liberté et choix. Croire être libre simplement parce qu'on peut déménager, changer de travail, rompre une relation, dire non ou même disparaître. Mais si toutes ces décisions sont prises en réaction à quelque chose qu'on n'a pas pleinement compris en soi, alors ce ne sont pas des choix, ce sont des échappatoires. Et Spinoza le savait. Pour lui, la liberté n'était pas la multiplicité des chemins, mais la clarté des raisons de notre marche. La liberté, selon Spinoza, ne consiste pas à agir de manière impulsive, émotionnelle ou rebelle. C'est agir à partir d'une compréhension profonde de la réalité, intérieure et extérieure. Et cette compréhension commence presque toujours par une confrontation. La vérité devant soi, sans phare, sans filtre, sans négociation. C'est à ce stade que beaucoup reculent, car la vérité, comme nous l'avons vu, est impitoyable. Elle ne se conforme pas à nos désirs, elle n'adoucit pas les faits pour les adapter à nos fantasmes. Et pourtant, c'est précisément lorsque nous pouvons supporter cette vérité, sans nous effondrer, sans fuir, sans avoir besoin de la transformer en quelque chose de plus acceptable, que la liberté commence à s'épanouir. Non pas comme une sensation passagère, mais comme un état de conscience. Car si la vérité nous blesse encore, nous déséquilibre encore, nous coupe encore le souffle, nous restons prisonniers des émotions qu'elle touche. La véritable liberté ne consiste pas à être libéré de la douleur. C'est endurer la douleur sans qu'elle détermine notre prochaine étape. Et c'est bien plus rare qu'il n'y paraît. La plupart des gens prennent des décisions par peur. Peur d'être seul, peur de perdre son statut, peur de décevoir quelqu'un, peur de découvrir qu'ils ne sont pas ceux qu'ils pensaient être. Et cette peur, alimentée par des vérités encore indigestes, prend le dessus sur la vie. Et puis, même si la liberté semble exister, il n'y a que des réactions, des spasmes, des actes de résistance émotionnelle déguisés en autonomie. Spinoza examine cela et nous pose une question muette. Si tout ce que vous faites est motivé par des passions que vous ne comprenez pas, où est exactement votre liberté? Mais le point le plus radical de la vision de Spinoza réside peut-être ici. Il affirme que plus nous comprenons les causes qui nous affectent, plus nous devenons libres. Autrement dit, plus nous sommes conscients de la vérité, y compris de celles qui nous déplaisent, moins nous sommes mus par les passions, et plus grande est notre capacité à agir véritablement. Il ne s'agit pas d'éliminer le désir, la peur, la colère ou la tristesse. Il s'agit de regarder tout cela avec lucidité, de ne pas être pris en otage, d'agir non pas malgré l'émotion, mais en la comprenant. Et c'est là la clé. Il ne s'agit pas d'éliminer, mais de transformer. Il ne s'agit pas de supprimer la douleur, mais de l'intégrer au chemin de la croissance. La liberté, par conséquent, n'est pas une légèreté permanente. Ce n'est pas une paix constante. Parfois, elle est dense, douloureuse, solitaire, parce qu'elle exige de ne pas se cacher derrière des excuses émotionnelles. Elle exige de dire la vérité, du moins à soi-même, même si elle brise des croyances ancrées depuis des années. Et cela ne s'enseigne pas dans les livres de développement personnel. On l'obtient par la confrontation, avec une maturité émotionnelle, avec la volonté d'être désillusionné. Car seuls ceux qui s'autorisent à être désillusionnés sont capables de vivre avec la réalité. Et la réalité, une fois enfin acceptée, cesse d'être une menace. Elle devient un ancrage, un fondement, un soutien. Non pas parce qu'elle change, mais parce que vous avez changé en l'affrontant. Spinoza proposait une force qui ne crie pas, qui n'affronte pas, qui ne s'impose pas. Une force née de la sérénité de ceux qui comprennent, qui acceptent, qui n'ont pas besoin que la réalité change pour y agir dignement. C'est l'opposé de la résistance émotionnelle qui nous pousse à lutter contre ce qui est déjà. C'est pourquoi il disait que l'homme libre est celui qui vit selon la raison. Non pas parce que la raison est froide,
mais parce qu'elle est claire. Elle ne nie pas l'affect, elle le comprend. Et lorsque vous comprenez ce que vous ressentez, ce que vous désirez, ce que vous craignez, vous cessez d'être aveugle. Et dès lors, vous pouvez véritablement commencer à choisir. Mais cela a bien sûr un prix, car la vérité libère. Mais d'abord, elle démantèle. Et la plupart des gens aspirent à une liberté sans douleur, à une croissance sans perte, à une clarté sans crise. Mais c'est un fantasme. La véritable liberté n'existe que lorsqu'on refuse de répéter des schémas qui n'ont plus de sens, même si cela nous laisse un moment cloué au sol, même si cela nous isole, même si cela nous oblige à tout recommencer. Spinoza n'a pas idéalisé cela. Il savait que vivre selon la raison, dans ce monde de passion et d'illusion, est presque un acte de résistance. Mais il savait aussi que c'est le seul chemin qui mène à une vie qui ne se trahit pas, qui n'a pas besoin de se cacher, qui n'a pas besoin de porter de masque pour continuer à exister. Et peut-être vivez-vous maintenant l'un de ces moments où vous réalisez que la liberté que vous pensiez avoir n'était qu'une version plus sophistiquée de l'évasion. Peut-être repensez-vous vos décisions, vos relations et vos convictions. Et c'est tant mieux. Car remettre en question votre propre scénario est la première étape pour cesser d'être un simple personnage et devenir l'auteur de votre propre histoire. Et peu importe depuis combien de temps vous vous accrochez à un mensonge, si vous pouvez le voir aujourd'hui, vous avez déjà entamé le processus de libération. Car voir la vérité, même lorsqu'elle est dure, est un acte de force. Et la supporter, sans perdre la capacité d'agir, est le début d'une nouvelle façon d'exister. Et c'est là que le concept de liberté cesse d'être théorique pour devenir viscéral. Car il ne s'agit pas d'idées, mais de mouvements, de ce que l'on fait après avoir appris, de ce que l'on choisit après avoir compris, de notre capacité à rester entier, même face à une vérité qui pourrait nous paralyser. Et c'est peut-être la liberté la plus rare, celle d'agir, malgré la douleur, de continuer, malgré la perte, de construire, malgré le vide. Car lorsqu'on porte la vérité, elle cesse d'être un fardeau et devient une impulsion. Il existe un pouvoir qui grandit vite, explose entre vos mains, captive l'attention, séduit, manipule, conquiert, mais qui ne dure pas. Il se construit sur les apparences, sur les illusions, sur ce que les gens veulent entendre. C'est le pouvoir du mensonge. Un pouvoir qui grandit à la vitesse des promesses, mais qui s'effondre sous le poids de la vérité. Et ça marche, oui, si bien qu'il semble souvent imbattable. Combien de personnes connaissez-vous qui ont acquis gloire, argent et influence simplement en valorisant des versions d'elles-mêmes? Combien de dirigeants s'élèvent avec des discours qu'ils ne vivent pas? Combien de relations ne tiennent que par des façades? Combien d'entreprises prospèrent en vendant ce qu'elles ne livrent pas? Le mensonge donne le pouvoir, et ce n'est pas un pouvoir fragile au premier abord. Au contraire, il semble invincible. Mais il y a une faille invisible dans ses fondations. Il dépend du maintien constant de l'illusion, et tout ce qui a besoin d'être constamment soutenu est déjà instable. Spinoza comprendrait cela avec une clarté parfaite, car, pour lui, la véritable puissance d'un être, sa potentia, ne réside pas dans sa domination sur les autres, mais dans sa capacité à exister en accord avec la réalité. Le véritable pouvoir ne naît pas de la manipulation, mais de la cohérence. Et c'est radical, car le monde nous a appris le contraire. Il nous a appris que gagner, c'est conquérir, qu'être respecté, c'est paraître fort, que réussir, c'est convaincre les autres qu'on est de meilleurs. Mais ce n'est qu'un jeu d'apparence. Et Spinoza ne s'intéresse pas au jeu, il s'intéresse à l'essence. Et l'essence n'est pas impressionnée par l'immédiat. L'essence construit, même si cela prend du temps, même si personne ne le voit, même sans applaudissements. La vérité a un rythme différent. Elle est lente, elle exige répétition, cohérence. Elle exige des fondations si solides qu'elles puissent vous soutenir même lorsque tout s'écroule autour de vous. Et c'est pourquoi elle est effrayante. Car la vérité ne promet pas, elle exige. Et parce qu'elle ne séduit pas immédiatement, beaucoup l'abandonnent trop tôt. Mais c'est la vérité qui construit ce qui dure. Une amitié fondée sur la vérité ne dépend pas des apparences. Elle survit aux crises. Une œuvre fondée sur la vérité peut mettre du temps à s'épanouir, mais elle prend racine. Une relation née de la vérité n'est peut-être pas parfaite, mais elle est stable.
Et la stabilité, dans ce monde de promesses superficielles, est une force. Un mensonge, en revanche, a besoin d'être constamment renouvelé. Il doit être actualisé, recalibré, protégé. Il vit sur la défensive. La moindre faille peut révéler ce qui était caché. La moindre vérité qui fuit peut tout ruiner. C'est pourquoi le pouvoir fondé sur le mensonge est épuisant. C'est comme porter un masque lourd pendant des heures. C'est impressionnant au début, mais ça commence vite à faire mal. Et tôt ou tard, on sera tenté de l'enlever, car personne ne peut conserver son caractère éternellement. Le problème, c'est que lorsque le masque tombe, ce qui se cachait derrière n'est pas encore prêt à émerger. Et alors, tout s'effondre. Le véritable pouvoir ne vient pas de l'apparence forte, mais de la solidité. Il ne vient pas de la conquête des autres, mais de la persévérance. Et cela prend du temps. Il faut du silence. Il faut des choix qui ne sont pas toujours populaires. Mais ce que l'on construit avec la vérité ne s'effondre pas à la première critique. Il n'a pas besoin d'explication. Il ne dépend pas de l'acceptation des autres, parce qu'il se suffit à lui-même. Et cela dérange ceux qui ont l'habitude de gagner par le bruit. Le bruit impressionne, mais la cohérence transforme. Et c'est pourquoi, si le mensonge triomphe rapidement, c'est la vérité qui laisse un héritage. Spinoza disait que le sage vit selon la nécessité de la nature. Autrement dit, il ne lutte pas contre ce qui est. Il comprend. Et en comprenant, il s'aligne sur la réalité. C'est là, pour lui, le véritable pouvoir. Agir en accord avec l'essence des choses. Non pas avec les désirs d'autrui, ni avec les attentes sociales, mais avec la vérité intérieure. Et voyez comme cela change tout. Car ce qui est vrai en vous, ce qui naît de la clarté et non de l'illusion, n'a pas besoin de preuves. Il n'a pas besoin de lutter. Il n'a pas besoin de fuir. Il est, tout simplement. Et c'est précisément pour cette raison qu'il peut perdurer. Il y a une force tranquille chez les gens qui vivent ainsi. On la ressent, même si on ne peut l'expliquer. Ils ont de la présence, du poids, une direction. Et non pas parce qu'ils sont parfaits ou à l'abri de l'erreur, mais parce qu'ils sont intègres. L'intégrité est la force la plus sous-estimée aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas immédiate. Elle ne génère pas de j'aime, elle ne fait pas la une des journaux, mais elle crée quelque chose qu'aucun mensonge ne peut entretenir, la confiance. Et la confiance est le fondement de tout lien véritable, personnel, professionnel et amoureux. Sans vérité, il n'y a pas de racine. Et sans racine, n'importe quel vent peut l'abattre. Et voici le grand rebondissement. Le problème n'est peut-être pas le mensonge en lui-même, mais notre addiction aux récompenses rapides. Nous voulons des résultats sans processus. Nous voulons briller sans substance. Nous voulons être vus avant d'être un simple costard. Alors, nous acceptons tous les raccourcis, toutes les mascarades, toutes les apparences. Mais cela a un prix. Un prix qui, au premier abord, paraît minime, mais qui, avec le temps, devient intenable. Car tout ce qui se construit sans vérité finit inévitablement par se corroder de l'intérieur. Et vous le ressentez. Vous le ressentez quand vous essayez de maintenir quelque chose qui n'est pas réel. Vous le ressentez quand vous avez besoin d'exagérer, de cacher, de manipuler et de vous répéter sans cesse pour maintenir quelque chose. Et vous le ressentez aussi quand vous êtes dans la vérité, quand vous pouvez parler avec aisance, quand vous n'avez pas peur d'être découvert, quand vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. La paix de la vérité n'est pas glamour, mais elle a de la profondeur, et c'est de là que naît la force durable. Ne vous y trompez pas, vivre selon la vérité n'est pas être naïf. Ce n'est pas tout accepter, ni se taire face à l'erreur. C'est simplement choisir de construire ce qui a des fondations, ce qui résiste à l'épreuve du temps, ce qui se regarde dans les yeux. Le mensonge triomphera encore beaucoup. Il continuera de prévaloir en de nombreux endroits. Il continuera de séduire par ses promesses. Mais celui qui choisit la vérité crée quelque chose qui n'a pas besoin de constamment faire ses preuves. Et c'est ça le vrai pouvoir. Vous pouvez continuer à vous demander pourquoi les mensonges gagnent. Vous pouvez passer votre vie à essayer de comprendre pourquoi les personnes malhonnêtes s'élèvent plus vite, pourquoi les discours creux enchantent les foules, pourquoi les masques bien faits semblent avoir plus de place que les vrais visages. Et chaque fois que vous poserez cette question, vous trouverez un nouveau coupable. Vous pointerez du doigt le système, l'éducation, les algorithmes, la culture, le temps.
Et tout cela a son poids. Mais à un moment donné, vous devrez changer de question. Vous devrez cesser de vous demander pourquoi les mensonges gagnent et commencer à vous demander pourquoi il existe encore une telle soif pour eux. Car tant que cette soif existera, ce manque, ce vide, cette urgence d'enchantement, les mensonges auront un public, ils auront du pouvoir, ils auront un trône. Et cette soif n'est pas extérieure. Elle vit en chacun de nous, dans chaque partie de nous-mêmes qui cherche encore une réponse qui ne fasse pas mal, dans chaque partie de nous-mêmes qui préfère les compliments au miroir, dans chaque recoin de notre âme qui attend encore que quelqu'un nous dise « tout ira bien », même quand tout indique le contraire. Le mensonge triomphe car il offre un soulagement. Et tant que nous serons accros à ce soulagement, tant que notre première question sera « qu'est-ce qui me fait du bien maintenant ?» plutôt que « qu'est-ce qui me rapproche de la réalité, même si c'est douloureux ?» nous continuerons à entretenir l'empire des apparences. Spinoza ne s'intéressait pas aux réponses toutes faites. Il n'était pas un philosophe adepte des formules toutes faites, ni des solutions miracles. Il était un bâtisseur de lucidité. Et sa proposition était simple, mais radicale. Changer son rapport à la réalité. Cesser de juger les effets et commencer à en examiner les causes. Cesser de pointer le monde du doigt et commencer à vous demander quel genre de nourriture est-ce que je mens pour continuer à grandir en moi. Le mensonge que vous consommez, partagez ou répétez, ne naît pas d'une manipulation extérieure. Il naît d'un désir incompréhensible. Il naît de la hâte de trouver du sens. Il naît du refus de s'installer dans l'inconfort. Et c'est une scène qui se répète chaque jour, silencieusement, au fond de notre esprit. Quand on sent que quelque chose ne va pas, mais qu'on fait comme si c'était bien pour ne pas avoir à changer. Quand on répète une excuse qui ne nous convainc même plus, mais qui sert quand même à éviter l'inconfort. Quand on choisit de ne pas parler, de ne pas l'affronter, de ne pas couper court, de ne pas l'admettre, juste pour éviter de s'effondrer. C'est là que le mensonge l'emporte, pas dans les grands discours, mais dans les petits silences, dans les petites omissions, dans les détails presque invisibles de notre lâcheté quotidienne. Mais il existe une solution, et elle n'est ni spectaculaire, ni facile à vendre. Elle n'est pas accompagnée d'une bande-son épique, elle est lente, presque imperceptible. Elle commence dès l'instant où l'on décide de changer de question. Quand face à une situation difficile, au lieu de se demander « comment échapper à ça ?», on se demande « qu'est-ce que cela essaie de me montrer ?» Quand, face à la douleur, on ne cherche pas un coupable, mais une cause. Quand, en répétant un schéma, on ne dit pas « c'est juste ma façon de faire », mais qu'est-ce que j'essaie encore de protéger ici? Changer de question, c'est changer d'axe. C'est détourner l'attention de l'autre, du mensonge, de l'erreur de quelqu'un d'autre, et commencer à nettoyer son propre miroir. Et ce n'est pas facile, c'est un processus. Et comme tout processus profond, il n'offre aucune garantie. Mais il s'accompagne de quelque chose de bien plus puissant, la fin de l'auto-illusion. Car rien n'est plus épuisant que de vivre en essayant de maintenir une version de soi-même qui ne lui convient plus. Il n'y a pas de plus grande douleur que de s'éloigner de sa propre vérité simplement pour maintenir une idée. Et Spinoza savait que la souffrance humaine ne vient pas des faits, mais de la résistance à la compréhension. La douleur qui fait mal est celle que nous nions. La douleur que nous comprenons, même si elle continue de faire mal, cesse de nous dominer. Alors peut-être que la question que nous devrions désormais nous poser n'est plus « Pourquoi le mensonge triomphe-t-il plus que la vérité ?» mais plutôt « Qu'est-ce qui, en moi, a encore besoin du mensonge pour tenir ? Qu'est-ce qui, en moi, confond encore acceptation et fuite, silence et lâcheté, désir et illusion ? Qu'est-ce qui, en moi, refuse encore d'ouvrir les yeux parce qu'il a appris que trop voir fait mal ? C'est le tournant. Car le mensonge continuera de triompher dans le monde, mais il n'a plus besoin de triompher en vous. Et dès l'instant où vous choisissez de vivre selon la vérité, même lorsqu'elle ne suscite pas d'applaudissements, même sans scène, même lorsque tout s'effondre, avant même d'avoir pu être réorganisé, vous ne vivez plus sous l'empire du mensonge. Vous devenez le début d'une autre époque, une autre forme de pouvoir, une autre forme de présence. Et vous ne pourrez peut-être jamais changer le monde entier, mais vous changerez certainement le vôtre. Et parfois, cela suffit à renverser la logique.